L'armée française, une nouvelle fois, a poussé vers la porte de sortie. Les Tchadiens n'en veulent plus, les Sénégalais non plus. Les deux pays invoquent leur souveraineté. On en parle ce soir avec nos deux invités. Bonsoir Sédi Kaba. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste du Sahel. Et bonsoir à vous également, Antoine Glaser. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, auteur notamment de l'ouvrage Le piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, ouvrage écrit avec Pascal Hérault, à retrouver aux éditions Fayard. Alors Sédi Kaba, peut-être une première réaction à cette décision de N'Djamena, le Tchad, donc, qui rompt ses accords de coopération de défense avec la France. Ça a été une surprise pour vous? Oui, je pense que il faut être modeste pour reconnaître qu'on n'a pas vu de signe avant-coureur de cette annonce, d'autant que le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier soir le président Déby et l'entretien s'était visiblement bien passé. Pendant qu'il reprenait l'avion pour repartir, cette annonce est intervenue. Et avant cela, il faut dire que lorsque Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial du président Macron pour les discussions sur la reconfiguration de la présence militaire française, s'était rendu au Tchad, l'option qui était sur la table, c'était plutôt celle de la réduction des effectifs, mais pas celle de la fin de la coopération militaire. Je crois qu'il y a eu certains éléments qui ont accéléré cette décision tchadienne, on pourra y revenir. Alors justement, quels éléments ont pu concrètement, Antoine Glaser, accélérer cette décision tchadienne? C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi maintenant finalement. Il y a le premier élément, c'est quand même qu'il y a eu la date un peu anniversaire du 28 novembre. Il y a le 28 novembre 1958, c'est la date où a été créée la République du Tchad. Le Tchad a eu son indépendance en 60, mais bon, c'est quand même une date anniversaire. Je pense qu'il y a peut-être une accélération aussi également avec la déclaration du président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ça veut dire que tous les présidents ont maintenant un seul mot à la bouche, comme la plupart des jeunes Africains, c'est souveraineté. Donc je veux dire, ça c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que maintenant, les présidents, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Et Mahamat Déby, comme les autres présidents, ça choque plus à Paris parce qu'il a été adoubé par le président Emmanuel Macron quand Mahamat Déby a succédé à son père. C'était le 25 avril 2021. Il y avait le seul chef finalement occidental à côté de Mahamat Déby, c'était Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait une relation comme ça qui pouvait, que c'était un peu noué entre eux et surtout que les militaires français avaient fait suffisamment pression sur le président pour qu'il aille, pour dire, écoutez, Monsieur le Président, pour nous, le Tchad, c'est stratégique. En plus, à l'époque, quand ça a été fait, il ne faut pas oublier que les militaires tchadiens ont toujours servi, ont toujours été intégrés quasiment dans l'armée française pour combattre avec eux dans le massif des Ifoghas. Ils ont perdu énormément ils ont perdu 60 tonnes dans le massif des Ifoghas en combattant avec les Français. Donc, je veux dire, c'est pas moi, je distingue vraiment les déclarations et finalement de Bassirou Diomaye Faye sur la souveraineté du Sénégal en demandant aux Français de partir au Sénégal. Le Tchad, c'est quelque chose de très important parce que pour l'armée française, elle était au cœur de l'Afrique en 1900. Et donc, c'est la pénétration coloniale, c'est 1900. Donc, le Tchad, c'est vraiment le drapeau, c'est Hong Kong pour les Anglais, quoi. Je posais la question tout à l'heure, pourquoi maintenant? Il faut quand même remettre ça dans le contexte politique. Il y a des législatives qui sont prévues au Tchad le 29 décembre prochain. Est-ce qu'on peut imaginer que le président Mahamat Idriss Déby a voulu peut-être satisfaire une opinion publique tchadienne qui rejette de plus en plus largement justement cette présence militaire française? Absolument, ce facteur ne doit pas être écarté. Il y a un premier facteur qui est le contexte sous-régional dont Antoine a parlé aujourd'hui avec la diversité des partenaires qui sont l'offre à changer. Il y a une diversité de l'offre qui fait qu'on peut facilement se défaire de son ancien partenaire. Mais il y a aussi le fait que le Tchad, les autorités tchadiennes ont compris, puisque comme on se souvient, le 28 octobre dernier, il y a eu quand même une attaque importante de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, au cours de laquelle au moins une quarantaine de soldats ont été tirés et le président a lancé l'opération Ascanit. Pendant cette opération, il n'y a pas eu de contribution de l'armée française dans la reconquête que le Tchad a engagée. Et ça a créé le sentiment qu'il n'y a pas de valeur ajoutée de cette présence. Et le contexte électoral dont vous avez parlé a fait qu'aujourd'hui, montrer que
on est souverainiste, montrer qu'on veut assumer l'intérêt du Tchad, peut avoir un écho auprès particulièrement de la jeunesse. Et il n'est pas exclu que le pouvoir tchadien, puisque cette élection quand même est un peu controversée. Vous savez, le principal parti d'opposition, les transformateurs, n'y participe pas. Donc, le caractère inclusif étant un peu entaché, en faisant cela, les autorités, le MPS, le parti du président Mahamat Déby, espère aussi tirer des dividendes sur le plan électoral en termes de popularité. Parce que comme on a pu le voir à travers les réactions qui se sont exprimées, la plupart des gens, une grande partie de l'opinion, a favorablement apparu ce drapeau de souveraineté que le pouvoir a brandi. Alors que par le passé, traditionnellement, quand même, le Tchad est le dernier allié sahélien. Lorsque l'armée française a été évincée du Niger, elle s'est repliée au Tchad. C'est au Tchad qu'elle s'est repliée parce qu'elle espérait que sa présence au Tchad serait durable. Sidi Kabet disait à l'instant, finalement, les Tchadiens ne voient pas vraiment, n'ont pas vu en tout cas récemment la valeur ajoutée apportée par l'armée française. Ça veut dire que l'armée tchadienne, elle ne va pas forcément se tourner vers d'autres partenaires. Aujourd'hui, elle est capable de lutter contre les attaques djihadistes. En fait, le président Mahamat Déby, je disais toujours, c'est une expression, mais qu'il a le monde entier dans sa salle d'attente. Actuellement au Tchad, par exemple, nos confrères et amis de Africa Intelligence, ils ont sorti au mois de juin une information comme quoi Mahamat Déby a signé un contrat avec une société privée américaine pour former ces soldats. Vous avez les Turcs qui sont maintenant de plus en plus présents. Nous, ici à Paris, on parle toujours que des Russes, mais vous avez les Turcs, vous aviez même les Américains dans le truc. Vous avez aussi les Russes, bien sûr, dans le sud du Tchad. C'est assez paradoxal. Par exemple, quand vous parlez aux militaires français, ils finissent par dire « Bon, allez, out of Africa, ciao l'Afrique », et on va aller, on est très demandé aux Proches et au Moyen-Orient. Et en ce moment, ils vont former énormément de soldats dans les Émirats arabes unis, sur une grande base française où il y a des avions français, des Rafales. Mais les Émiratis, maintenant, eux aussi, ils sont au Tchad pour former des soldats tchadiens. Vous voyez comment la France, en fait, quelque part, c'est la fin d'une période historique. On vivait un anachronisme historique. C'était pas normal que la seule puissance extérieure au continent qui ait des bases, ça soit la France. Je parle pas de Djibouti. Djibouti, c'est l'Indo-Pacifique, c'est le Proche et Moyen-Orient, ça n'a rien à voir. C'est en dehors, continent en dehors de l'Afrique. Vous avez le monde entier, les Chinois, les Américains. Donc, encore une fois, c'est une période qui fait que le président Mahamat Déby, très honnêtement, peut-être que la France, ils n'ont pas fait le boulot qu'il attendait d'eux, mais globalement, ils voient bien que c'est la fin d'une période. Et lui, ce qui importe maintenant à un président africain, c'est ce que disent les Africains. Voilà, et donc ils sont dans une période historique nouvelle. Alors justement, le Sénégal souhaite lui aussi la fin de la présence militaire française sur son sol. Enjeu là aussi de souveraineté, c'est ce qu'a expliqué le président Bassirou Diomaye Faye hier dans une interview à nos confrères de France 2. On l'écoute. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes, basés sur plusieurs camps, ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Voilà, pas encore de calendrier établi, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Antoine Glaser à l'instant. C'est finalement des décisions qui vont dans le sens de l'histoire et des attentes des populations. Oui, je crois que le président a été un peu plus précis dans son interview au quotidien Le Monde, où il a expliqué qu'il n'y aura plus de soldats français bientôt au Sénégal. L'échéance, le calendrier de ce retrait va être discuté. Mais pour moi, au Sénégal, ça me semble un peu plus cohérent, puisque ce pouvoir-là a été élu quand même sur un contrat de souverainisme
avec une grande partie de la population. Déjà, avant les élections, le tandem Bassirou Diomaye Faye et Sonko avait annoncé cette volonté de revoir la présence militaire française qu'ils considèrent comme investie de la colonisation et avait même parlé du franc CFA. Puisqu'ils sont dans cette dynamique souverainiste. Donc le fait aujourd'hui qu'ils annoncent n'est pas surprenant, à mon avis, c'est cohérent avec les engagements qu'ils ont pris avec une partie de leur opinion, puisque cet argument a été déterminant quand même dans le choix, dans le succès du PASTEF lors de la présidentielle de mars et lors des législatives du 17 novembre. Je pense que là, c'est tout à fait cohérent. Il y avait déjà cette volonté souverainiste et cette démarche-là répond un peu à une attente qui s'est largement exprimée dans les urnes. Si on retire les bases militaires françaises au Tchad, au Sénégal, il restera à peu près combien de militaires français sur le continent Actuellement, il y a à peu près africain 600, 900 en Côte d'Ivoire, il y a 300 environ au Gabon. Mais le grand problème, finalement, parce qu'on parle toujours des bases, mais ça dépend ce qu'ils font dans ces bases. Et par exemple, un pays comme le Sénégal, ce qui est important, c'est qu'il faut voir qu'il a une position géostratégique extrêmement importante au niveau, par exemple, des écoutes. Vous avez évidemment des grandes antennes, des choses comme ça. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous voyez bien que le Sénégal, c'est vraiment à la pointe. D'ailleurs, les Américains, quand il y avait la navette spatiale, c'était s'ils avaient des problèmes, ils utilisaient le Sénégal. Donc, c'est aussi des sites militaires. C'est pas simplement des hommes. Et il restera, même s'ils réduisent en Côte d'Ivoire et au Gabon. Mais encore une fois, il faut voir ça globalement. Mais je veux dire, c'est vrai que il y a totalement raison quand tu dis que, par exemple, sur l'histoire c'est moins étonnant au Sénégal, c'est plus dans l'histoire que quand c'est dit, qui dit le PASTEF, etc. Par contre, c'est vrai que c'est le Tchad, le coup de saumon, c'est le Tchad. Mais on ne voit pas ce que va dire la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que va faire le Côte d'Ivoire? Alors justement, il y a encore des pays d'Afrique francophone aujourd'hui qui veulent de l'armée française sur leur territoire? Non, je pense que compte tenu de l'histoire différente, la Côte d'Ivoire et le Gabon, puisque pendant longtemps, la présence militaire était considérée comme une assurance vie au régime qui était en place, celui de Houphouët-Boigny, ensuite celui de Omar Bongo et Léon-Mba même. Vous savez que c'est la France qui a sauvé le régime de Léon-Mba face au coup d'État de 1964. Donc il y a une sorte d'assurance vie. Pour moi, j'espère me tromper, pour l'instant, dans ces deux pays-là, nous ne sommes pas dans une démarche souverainiste qui amènerait à exiger un départ immédiat de l'armée française. Peut-être que l'effet contagion va se faire, l'effet contagion sahélienne va venir jusqu'au golfe de Guinée, va toucher la Côte d'Ivoire et le Gabon, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit la demande de ces pays-là. En tout cas, la France, elle, était depuis quelque temps dans cette démarche, on peut le dire, de reconfiguration de son dispositif militaire en Afrique. Lundi, la mission de Jean-Marie Bockel, qui est donc l'envoyé spécial personnel du président Emmanuel Macron sur le continent africain, a remis justement au chef de l'État français son rapport sur cette reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique. Quelles sont les principales préconisations de ce rapport? Il y avait déjà un engagement réel à réduire ces bases. Il devait y avoir plus qu'une centaine de soldats dans l'ensemble des bases militaires. Le Tchad, c'est là où c'est vraiment, encore une fois, l'annonce du Tchad est extrêmement forte. D'ailleurs, on voit bien qu'à Paris est estomaqué. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment de réaction. Il n'y a pas eu de réaction pour l'instant. Parce que même Jean-Marie Bockel, qu'il ne faut pas l'oublier non plus, a perdu un fils c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été en partie choisi sur ce rapport, qui a perdu un fils qui était pilote d'hélicoptère dans le Sahel. En Mali, et c'est certain que là, lui continuait à dire oui, les Français vont rester au Tchad. Encore une fois, il faut voir ça. C'est une période historique, ça veut dire les militaires français, ils sont arrivés au Tchad en 1900, et là, c'est le retrait sur les côtes. Qu'est-ce qui va se passer sur les côtes? Je suis d'accord avec Sédix, que sur les côtes, c'est vrai que, mais vous savez, il va y avoir une période difficile aussi électorale dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou au Gabon. Si à un moment donné, un chef d'État voit que sur le plan électoral, il peut avoir les jeunes et peut pousser son avantage en faisant du souverainisme, à mon avis, ça peut évoluer. Il faut guetter aussi qu'est-ce qui va se passer sur la monnaie, le franc CFA. Moi, je pense que le rapport de Jean-Marie Bockel a péché un peu de n'avoir pas anticipé. C'est-à-dire que
il y a une revendication quand même qui était assez forte sur la suppression des bases militaires ces derniers mois sur le continent africain, particulièrement auprès de la jeunesse. La France aurait pu saisir cette occasion vraiment pour supprimer complètement les bases. En choisissant la demi-mesure, aujourd'hui, elle se retrouve nulle part. Puisque si au Tchad, par exemple, voilà, le projet était de réduire simplement, et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que la France a été poussée vers la sortie au Tchad. Justement, Seydi Kaba, à ce sujet, on se souvient d'Emmanuel Macron arrivant au pouvoir en 2017 avec ce discours de vouloir essayer de renouveler peut-être les relations entre le partenariat entre la France et ses anciennes colonies. On a l'impression que finalement, cette volonté de changer de logiciel, elle n'a pas du tout convaincu les États africains. Elle ne s'est pas faite globalement. La volonté initiale était là, celle de revoir. Mais parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Les diplomates ne sont pas seuls à décider. Les militaires considèrent l'Afrique comme un terrain dont ils ont besoin sur le plan géostratégique, pour faire des exercices, pour avoir de l'influence. Donc l'Élysée n'a pas été capable d'imposer, à mon avis, à ceux qui résistaient à ce changement. L'Élysée, et ça, je pense que c'est ça l'erreur de la France, comme a dit Antoine, c'est de n'avoir pas compris que l'Afrique a changé et qu'il faut changer de paradigme dans la relation avec l'Afrique en faisant de la demi-mesure. Et la France a raté le virage. Et Emmanuel Macron, il avait un peu ce que c'est comme une ardoise magique. Il a pensé que c'était une ardoise magique, on faisait comme ça, on sort de l'Afrique francophone, on va dans l'Afrique anglophone. D'ailleurs, le prochain sommet Afrique-France, ça sera au Kenya, en 2026. voilà, en 2000. Il reçoit, tout ça se passe au Tchad, au moment où il reçoit le président du Nigérian. Un président, il n'y a pas eu de président, je veux dire, en visite d'État en France depuis 2016. Il reçoit le président nigérian, c'est une claque aux autres présidents francophones qui lui renvoient la balle. Il y a quand même eu des efforts en matière de politique mémorielle. On l'a vu avec le Sénégal, on l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec le Rwanda. Tout n'est pas resté statique. Il y a même au Sénégal, il y a cette lettre qui a été adressée pour reconnaître que Tcharoy a été un massacre. Donc il y a eu une volonté, il y a une évolution, la restitution des biens culturels. Mais la démarche ne s'est pas achevée. Il y a un goût d'inachevé. Elle ne s'est pas poursuivie jusqu'au bout. Et du coup, le résultat est mitigé. Et est-ce que le problème, finalement, c'est pas cette politique du en même temps qu'Emmanuel Macron a appliqué même c'est simplement, c'est un espèce d'aveuglement en pensant qu'il suffisait de faire le discours. Et c'est un peu triste maintenant quand on pense à Emmanuel Macron en bras de chemise, en train de monter les cartes du Sahel, ce qu'on va faire, etc. C'est encore toujours cette impression, ce paternalisme en pensant que depuis l'Élysée, vous allez pouvoir changer ce continent. Vous mettez 5 000 hommes sur 5 millions de kilomètres carrés dans le Sahel. Les Américains, il y avait 100 000 hommes en Afghanistan sur 600 000 kilomètres carrés. Ils ont fini par partir. Donc je veux dire, on est dans une période, encore une fois, d'anachronisme historique qui ne correspondait plus à rien. Une dernière question, il nous reste une trentaine de secondes. Vous y croyez, vous, Seydi Kaba, cette réorientation stratégique de la France vers les pays anglophones du continent africain? Non, je pense que c'est la recherche d'une alternative. Le président Macron s'est rendu en Afrique du Sud. Le sommet va se faire à Nairobi. Un de ses meilleurs partenaires en Afrique, c'est le président du Ghana. Tout ça ne marche pas, à mon avis, pour l'instant. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Seydi Kaba et Antoine Glaser, d'avoir répondu à nos questions dans le 64 minutes sur TV5 Monde. À suivre.